Donc, Ok. docteur Georges Mouton, c'est un plaisir de vous recevoir sur Vérisme TV. Eh bien, moi aussi, merci de m'inviter. J'ai connu vos travaux au travers de 2 livres. Ce premier-là, Les méthodes du docteur Georges Mouton. Alors là, ça, Et Ah oui, d'accord. Ben, il y a un qui est plus du côté sportif et qui date oui, d'une autre époque. Et puis alors, la grosse brique. Eh oui. la grosse brique, mais si intéressante et si fournie sur l'écosystème intestinal. On va en parler un petit peu aujourd'hui. Donc, vous aurez pour les auditeurs qui veulent avoir tous les détails de ces livres, vous aurez toute la description dessous la vidéo. On va en parler. Mais là, hors antenne, avant qu'on commence, on a commencé à parler d'hormèse. Donc là, c'est un sujet quand même passionnant. Bah, parce que pour moi, c'est ma grande passion, parce que je cultive ça au quotidien. Mais vous commencez à me parler justement de l'intérêt que vous aviez aux petites doses de poison. Voilà. Ah oui, quand on me parle d'hormèse, il y a deux grands secteurs. C'est tous ceux que vous couvrez, bon, avec excellence, hein, je dois dire. Et c'est couvert d'ailleurs. J'ai pour but d'un peu m'améliorer. Je suis totalement nul dans le domaine respiration. D'accord. Voilà. Et je dois absolument m'améliorer là-dedans et je pense que je me servirai de vos vidéos comme source d'enseignement parce que je crois que ça va me correspondre très bien et je me réjouis de m'améliorer là-dedans. Donc voilà, ça c'est un point que vous avez et que je n'ai pas. Et puis moi, ce qui m'a quand même très vite interpellé, c'est que dans cette vidéo que j'ai regardée hier, qui est une courte vidéo qui m'intéressait pour un peu faire connaissance avec votre façon de travailler pour préparer notre discussion d'aujourd'hui, qui n'est pas préparée, qui est parfaitement improvisée, mais c'est plus vous que je voulais découvrir. Et cette petite vidéo de 15 minutes qui est très très bien faite et très inspirante, mais j'étais quand même un peu frustré. Je me dis, ils sont où les poisons? Parce que pour moi, ce que je trouve fascinant, c'est plus une fascination. Je ne dis pas qu'il y a un type d'hormèse qui est meilleur qu'un autre. Ils sont tous bons, ils sont tous complémentaires. Je crois que vous avez d'ailleurs une théorie sur la manière de les combiner ou de les alterner ou d'avancer dans les différents domaines, chacun à son rythme. Il y a bien un domaine d'hormèse où je crois qu'on est tous les deux assez pointus et ça tourne peut-être un peu à l'obsession, c'est le jeûne intermittent ou le jeûne. Enfin, moi, je ne suis à mon aise qu'avec le jeûne intermittent, plus ou moins quotidien. Je ne suis pas préparé pour discuter ou pour recommander des jeûnes très longs ou des jeûnes secs, etc. Je ne m'aventure pas trop loin, ça, je changerai peut-être un jour, mais je suis à l'aise avec le jeûne intermittent que je recommande à beaucoup de mes patients. Et c'est effectivement une forme d'hormèse absolument extraordinaire, sur laquelle d'ailleurs, puisque vous me donnez l'occasion d'aborder ça, et je sais qu'il est quand même prévu qu'on parle aujourd'hui d'écosystème intestinal, si vous voulez, mais on peut peut-être y revenir un peu plus loin. On va d'abord parler brièvement de ces fameux poisons, mais le jeûne intermittent est pour moi l'outil majeur pour améliorer l'écosystème intestinal. Donc, on va C'est bien. C'était la dernière question que j'avais prévue, donc c'est parfait. Voilà. Il faut absolument qu'on termine avec ça en beauté. Mais pour revenir aux poisons, il y en a toute une gamme. Ça s'apparente d'ailleurs au chaud et au froid quelque part. Hein, on va vers le chaud et le froid quand on parle de poison, toutes choses qui peuvent tuer. Et à la liste, je crois qu'il faut ajouter la radioactivité. Il y a des éléments indiscutables qui démontrent que les gens qui sont exposés à une petite dose chronique de radioactivité en bénéficient, notamment, je pense, dans les vols aériens, ceux pour qui c'est le métier, mais je n'ai pas fouillé. Il doit y avoir des références intéressantes à analyser de plus près, ce que je n'ai pas fait. Donc, c'est quelque chose que je sais comme ça vaguement, mais je ne m'en suis pas trop occupé. Par contre, je suis assez fasciné. J'utilise énormément les polyphénols parce que ce sont des antioxydants puissants. Vous savez, moi, je traite des patients surtout pour la prévention ou pour la
l'amélioration, si malheureusement c'est déjà installé, des maladies chroniques et dégénératives, qui sont évidemment le fléau du 21e siècle, tout comme les maladies infectieuses étaient le fléau dans des siècles précédents. Maintenant, c'est les maladies chroniques et dégénératives. Et j'estime qu'il y a 3 piliers à ces maladies, c'est l'inflammation, la glycation et l'oxydation. Et donc, les antioxydants, c'est une arme importante dans mon arsenal thérapeutique. La glycation, je pense qu'il faut aborder ça par le mode alimentaire et par ce qu'on mange et quand on le mange. L'inflammation, il y a beaucoup à faire du côté intestinal. Beaucoup de gens qui ont des articulations douloureuses, sans qu'ils soient atteints de polyarthrite rhumatoïde, hein, donc des douleurs articulaires non arthrite graves s'améliorent de manière incroyable, presque systématiquement garantie sur facture quand on met les intestins en ordre. Donc, ce sont des douleurs articulaires, mais qui viennent de l'intestin. Donc, ça nous renvoie toujours à notre sujet. On finira par parler de tout sauf de notre sujet, mais on comprendra au moins que notre sujet est important. Et donc, reste l'oxydation. Et donc, les antioxydants me fascinent, j'utilise beaucoup. Et ce sont des poisons. Ce sont des poisons amers. Et tout ce qui est protecteur du cancer dans les fruits et légumes, ben, c'est ce qui est amer, ce sont des poisons. Des poisons. C'est de l'hormèse pure et dure, parce qu'une petite quantité du poison vous renforce, oblige l'organisme à réagir et à devenir plus fort. Je crois que c'est ça votre credo, non? Devenir plus fort. Exactement, bien sûr. C'est de découvrir aussi qu'on a des potentiels en nous qui ne cherchent qu'à être exprimés et que ce qu'il faut trouver, c'est le juste stimulus, finalement, l'information juste. Et c'est vrai que là, la dose, c'est-à-dire le côté quantitatif de la chose va rentrer en compte. Alors, les premiers, justement, le terme hormèse, il vient de Hugo Schultz, qui est un biologiste de 1888, qui travaillait sur des levures et qui utilisait des petites doses de poison et il s'était rendu compte qu'une toute petite dose faisait proliférer les levures. Oui. Et une grosse dose les tuait. Donc, c'est bien le poison est vraiment une notion centrale de tout ce principe d'hormèse. Exactement. Et donc, cette sémantique d'utiliser le mot poison, c'est très intéressant de commencer sur ça parce que c'est un vaste débat dans le monde de l'hormèse, dans le monde de la naturopathie aussi, dans le monde de l'hygiénisme, où on dit, par exemple, si on prend la curcumine, si on prend la pipérine, si on prend ces molécules qui sont très en vogue actuellement, on va avoir 2 discours. On va avoir les gens qui vont nous dire c'est très bon pour la santé, et d'autres disent non, c'est du poison. C'est du poison, mais à petite dose, ça fait réagir le corps. À petite dose, ça peut avoir des effets bénéfiques si le corps réagit. La dose importe. Hein? Le mot anglais, traduction d'importe, c'est matters. Hein? La dose est essentielle parce que, évidemment, si on commence à prendre trop de ces polyphénols, ça devient à un moment donné toxique. Mais le fait est que ce principe de la dose et de l'importance de ne pas tomber dans l'excès, mais d'avoir quand même une quantité minimale, rejoint la plupart des courbes biologiques. Les courbes biologiques sont toutes en U ou en J. Hein, parfois, c'est en J parce que, bon, du côté valeur basse, on n'a pas nécessairement le même risque qu'avec les valeurs beaucoup trop hautes. La courbe du cholestérol est une courbe en J. Quand il y a trop peu de cholestérol, c'est extrêmement néfaste pour la santé et je suis attentif à l'excès de cholestérol, mais pas pour tout le monde. Il y a des catégories bien spécifiques de patients pour lesquels ça m'interpelle et j'y veille et je réagis comme il faut. Mais je suis très réactif au manque de cholestérol. Moi, je suis des patients qui manquent de cholestérol.
Je voulais mettre le doigt sur le fait que vous avez fait une excellente vidéo. Vous avez parlé avec gentillesse des miennes, alors je vais parler avec gentillesse des vôtres. Et vraiment, c'est pas un faux compliment, c'est que j'ai regardé un webinaire gratuit avec un autre médecin que vous avez tenu sur les glandes surrénales, où vous montrez justement la cascade à partir du cholestérol qui permet de créer les corticostéroïdes comme le cortisol ou l'aldostérone. Oui. Et là, on voit bien qui sont les précurseurs de qui. Et à quel point certains sont vraiment essentiels au fonctionnement physiologique et que ça nous fait prendre conscience de certaines guerres qu'on a menées contre le cholestérol à outrance, alors que c'est toujours à adapter au terrain de la personne, véritablement. C'est ça, c'est individualisé, tout ça. Et il y a énormément de cholestérol dans les membranes, il y a énormément de cholestérol dans le cerveau. Donc, faire le procès du cholestérol, c'est un non-sens absolu, mais voilà, ce sont des courbes en J, c'est des équilibres et la dose importe. Et oui. Bon, on a parlé d'hormèse, je suis donc aux anges. Maintenant, parlons de vous. Votre approche, moi, me touche énormément. Bon, je vous ai connu par vos lectures, évidemment, mais c'est surtout ce terme de médecine fonctionnelle que vous avez créé et qui, pour moi, j'ai l'impression de lire en fait la description de la naturopathie. Alors, c'est parce que je suis je suis naturopathe et que ce terme de causalisme, de vouloir toujours retourner à la cause des problèmes et pas s'attarder aux symptômes, cette démarche vraiment globale d'un individu, enfin, quand on prend en charge un individu, très peu, je trouve, hein, de manière, enfin, en tout cas, dans ces temps modernes, peu de médecins l'ont, et c'est très touchant de le voir chez vous. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la médecine fonctionnelle et comment vous en êtes arrivé à cette philosophie? Bon, alors, je dois rectifier un peu quelque chose. Je ne suis pas à l'origine du terme. Bon, le terme est quand même, en plus, il fait l'objet d'une espèce de marque déposée, qui est d'ailleurs assez choquant, le principe même. Je sais que j'ai des collègues, enfin moi personnellement, j'en ai été ennuyé, donc je pense qu'ils l'appliquent de manière raisonnable. Mais il y a aux États-Unis un Institute of Functional Medicine qui est en place depuis pas mal de temps. Donc, il y a tout un courant de médecine fonctionnelle qui a été créé aux États-Unis et j'ai purement et simplement repris le terme. Mais c'est vrai, alors ce que je veux bien accepter, mais certainement pas la paternité du terme, mais le fait d'avoir introduit ça et développé ça, on va dire en Europe, hein, je pense quand même avoir eu pas mal d'activités sur pas mal de pays. J'ai donné des conférences sur des thèmes qui relèvent de cette approche médicale dans à peu près tous les pays d'Europe occidentale. Depuis pas mal d'années. Donc, j'ai commencé à travailler ça moi-même il y a au moins 25 ans et je pense que ça a dû figurer sur ma carte de visite déjà vers au courant des années 1990. Donc, il y a longtemps que je suis sur ce créneau-là et c'est assez fascinant parce que ça me renvoie à mes études de médecine ou à l'époque qui date, hein, je veux bien admettre. Mais justement, c'est ça qui est intéressant parce qu'à l'époque, on parlait de patients fonctionnels, ce qui se mettait toujours entre guillemets, et qui suggérait, pas qu'ils étaient fous furieux, mais il y avait quand même un peu de ça, c'était des patients psy, voilà, parce qu'ils n'avaient rien et c'était fonctionnel. Donc, en réalité, c'est, je pense, une leçon de l'histoire. Ces patients qui étaient fonctionnels étaient probablement plutôt dysfonctionnels avec ce qu'on sait aujourd'hui, parce que hein, vous savez que le côlon irritable, pour quand même s'approcher un peu de ce que nous sommes censés aborder aujourd'hui, si on y arrive, le côlon irritable a très longtemps été abordé sous un angle psychiatrique. Oui, oui. On va dire psychologique pour être sympa, mais en réalité psychiatrique. Et juste les gastroentérologues ont envoyé des millions de gens qui souffrent du côlon irritable chez les psychiatres, qui ont pu parfois bénéficier d'un soutien psychologique, mais probablement que ça aurait dû être peut-être pour certains d'entre eux une
partie des interventions thérapeutiques, mais l'immense majorité des colons irritables, ils ont un problème de côlon, ils n'ont pas un problème cérébral. Et petit à petit, on a commencé à reconnaître ça. Donc, ces patients étaient fonctionnels, entre guillemets, c'était le terme consacré, mais qui était très péjoratif, mais qui était élégant, hein, parce que si quelqu'un entendait le mot, ça ne faisait pas trop, il n'était pas dingue. Et en réalité, c'était probablement dysfonctionnel, puisqu'on sait que bon, la plupart de ces plaintes ont quand même un terrain biologique. C'est toujours ce qui m'a attiré d'ailleurs, c'est les causes biologiques de tous ces problèmes dysfonctionnels. Et puis nous revoilà avec la médecine fonctionnelle. Et bon, moi je n'ai créé le terme ni d'un côté ni de l'autre. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, ben, cette médecine fonctionnelle commence quand même à séduire, parce que je pense qu'elle va dans votre sens naturopathique de plutôt rechercher la cause et soigner la cause, et aussi d'une grande individualisation des prises en charge, qui est tout le contraire de ce que la médecine conventionnelle essaye de faire, c'est-à-dire des protocoles, classer les gens dans des cases, leur mettre une étiquette, un diagnostic. Oui, moi, ce qui me scandalise, c'est la triade. Hein. C'est un symptôme, un diagnostic, une molécule chimique pour régler le problème, qui ne règle rien du tout. C'est confrontant d'entendre ça de la part d'un médecin, très sincèrement. D'ailleurs, est-ce que vos collègues, quand vous tenez ce genre de discours, est-ce qu'autour de vous, il y a quel genre de réaction ça suscite parmi vos collègues médecins? Ben, bonne question. Deux types. Il y a quand même un mouvement de médecins. Il n'y en a pas énormément en France, pour tout dire, mais en Belgique, il y en a pas mal. Oui. Il y en a beaucoup aux États-Unis, il faut bien le dire. Il y a des velléités au Royaume-Uni. Il y a aussi des médecins qui veulent faire de la médecine fonctionnelle. Je suis toujours à la tête d'un peer group de plus de 40 médecins fonctionnels, tous des médecins, pas mal de spécialistes dedans, mais qui s'est désintégré avec la pandémie, vu qu'on se réunissait en plus dans un local où il y avait péniblement 30 chaises et peu d'espace, donc c'était pas vraiment le meilleur endroit. Et donc, il y a une des velléités, ça reste très minoritaire, ça augmente, ça s'améliore, ça s'étend. Mais ça s'étend pas sous l'impulsion médicale, ça s'étend par la demande des gens. C'est les gens qui veulent davantage de cette approche, et c'est les gens qui font évoluer ça lentement mais sûrement, et j'ai envie de dire. Et puis alors il y a beaucoup de médecins qui sont soit sarcastiques, soit qui ignorent, soit qui détournent leur regard. Et alors, parmi ceux-là, il y en a un certain nombre qui sont agressifs. Et donc, ça fait 25 ans que je suis constamment attaqué de toutes parts, par tous les ordres possibles et imaginables, par tous les régulateurs possibles et imaginables. Je m'en suis toujours tiré. J'ai quand même dû batailler ferme. En particulier, je suis finalement arrivé à un très, très bon consensus avec l'ordre médical belge, qui finalement, après de longs débats assez houleux et pour lesquels j'ai dû me défendre, y compris en cour de cassation, qui est la plus haute cour de justice dans le droit belge, mais finalement j'ai eu gain de cause, et si j'avais pu ou osé mettre le jugement sur mon site internet comme publicité, comme marketing suprême, j'aurais fait, mais je trouve que ça ne se fait pas, donc je n'ai pas fait. Mais donc c'était un jugement extrêmement favorable. Par contre, en Angleterre, les régulateurs, c'est un cauchemar absolu, et je me bats depuis 14 ans à coups d'avocat. Je me suis un peu ruiné financièrement dans ce combat. J'ai gagné sur les plans de la médecine fonctionnelle. J'ai sauvé la médecine fonctionnelle au Royaume-Uni parce que l'ordre anglais voulait interdire tous les tests. Les tests très sophistiqués qu'on fait en médecine fonctionnelle, où on dose
la vitamine B1, le sélénium, les acides gras, les antioxydants, le glutathion, bon, des choses qu'il est intéressant de doser, eh bien, on ne pouvait pas, ils ne voulaient pas. Les tests génomiques, que je trouve fascinants, qui pourraient aussi faire l'objet de débats, ils ne voulaient pas non plus, alors que les patients peuvent les obtenir sans intervention médicale. Hein. Et ils ne voulaient pas non plus les traitements par complément alimentaire. Ils disaient que les probiotiques, c'était tout à fait inutile, etc. Donc, j'ai dû faire feu de tout bois, amener des experts internationaux. J'ai amené le premier expert mondial en probiotiques qui s'est mis debout devant eux dans un des multiples hearings que j'ai dû subir à Manchester et qui leur a dit vos attaques sont infondées et sont choquantes. Il y a 18 000 articles qui démontrent l'intérêt des probiotiques et ceux qui ont été les plus suivis, hein, ils ont une manière de calculer l'impact qu'un article, qu'une publication a dans la communauté scientifique. Ben, c'était les siens. Et cet expert est un prof d'université, un microbiologiste de réputation mondiale d'une université anglaise, de l'université de Reading. Bon, là, ça, avec de tels efforts, j'ai réussi à endiguer tout ça, mais alors ils en ont à ma personne, si vous voulez. Mais bon, la médecine fonctionnelle a échappé à la guillotine. Bon, eh bien, bravo pour ces combats, en tout cas. C'est quelqu'un qui lutte pour le bien commun et le bon sens. Je pense qu'il faut le saluer. Donc, merci. Merci d'avoir fait ça pour tout le monde. Parce que c'était pour ma survie aussi, mais bon, je me suis dit à un moment donné, je peux toujours évidemment ne plus exercer au Royaume-Uni, ce qui d'ailleurs, avec ce Brexit, évidemment, change complètement la donne. Mais vous savez, si les régulateurs médicaux anglais condamnent les principes fondamentaux de la médecine fonctionnelle, la régulation anglaise, on peut en dire ce qu'on veut, c'est le meilleur et c'est le pire, c'est quand même eux les champions du monde de la régulation. C'est pour ça que les assurances, c'est anglais, les banques, oui, donc tout ça est régulé à l'extrême, et avoir une telle condamnation de la médecine fonctionnelle au Royaume-Uni aurait évidemment détruit la médecine fonctionnelle au Royaume-Uni, et donc elle a échappé à ça, mais tôt ou tard, je pense que certains d'autres pays auraient profité de ces jugements pour faire jurisprudence et pour étendre la condamnation. Vous savez, c'est witch hunt, hein, c'est la chasse aux sorcières, c'est l'inquisition, hein, et ce ne sont pas des bûchers, mais ce sont des décapitations professionnelles. Et d'ailleurs, vous êtes bien placé en France, il y en a pas mal chez vous aussi. Ah, bien sûr, dans tous les secteurs. Donc, je compatis et ouais, encore une fois, je vous envoie le courage des prochaines batailles s'il y en a. En tout cas, bravo pour ce parcours-là. Bon, ben oui, ben je sais bien que ça va continuer puisque l'enthousiasme est toujours là. Mais concrètement, maintenant, qu'est-ce qu'on a dans les intestins et pourquoi c'est important? Et on a des tripes, il faut avoir des tripes. Dans la vie, c'est sûr. Alors, une chose, je pense qu'il est bon d'insister là-dessus. On me pose beaucoup de questions sur le microbiote. Bon, voilà, les gens sont obsédés maintenant avec le microbiote. Bon, c'est bien. Figurez-vous qu'ils étaient moins obsédés il y a un peu plus de 20 ans quand j'ai écrit et puis publié le livre que vous avez montré tout à l'heure. Je le remontre. Écrit en 2001-2002, publié en 2004. Donc, écrit il y a 20 ans, quoi. Hein. J'ai commencé à l'écrire il y a 20 ans, il y a 512 pages, il y a 1400 références scientifiques, enfin 1342, je sais plus trop, 52 je crois, références scientifiques qui datent évidemment de ces époques-là. Bon, c'est intéressant, il y a les fondations de tout ce qu'est l'écosystème intestinal, et vous voyez le titre, c'est écosystème intestinal, c'est pas le microbiote. Pourquoi? Parce que le microbiote, c'est une grande partie
du problème, mais ce qui est quand même fondamental aussi, c'est la muqueuse. Il faut qu'on soit une interaction, un univers entre le corps humain et ce qui vit voilà. à l'intérieur de la lumière intestinale, c'est bien ça? Voilà. Et donc, ce qui est dans la lumière intestinale est évidemment à l'extérieur du corps humain, tout en étant à l'intérieur, si vous voulez. C'est ce que moi j'apparente. Je fais l'analogie avec un beignet. Vous savez, les beignets qui ont un trou au milieu. Et donc, c'est à l'extérieur. Mais, et c'est là que le beignet est intéressant, la peau qui nous recouvre à l'extérieur se prolonge par une surface muqueuse. D'ailleurs, les lèvres sont un bon exemple. La peau, c'est ce qui est sec. Et puis, si on va un peu plus loin, on passe sur ce qui est mouillé, qui est la muqueuse. Avec la différence, c'est que la peau est beaucoup plus épaisse que la muqueuse. La muqueuse, c'est unicellulaire, c'est très, très mince, c'est fragile. Mais évidemment, ce n'est pas exposé à l'extérieur. Hein. Et donc, ça n'a pas besoin des mêmes caractéristiques de résistance que la peau. Et puis alors, c'est très, très mince. Et c'est d'ailleurs grâce à cette... Alors, ça, c'est mon chien Goliath qui rentre de son petit tour. Il pleurnichait à la porte pour que je lui ouvre, mais je n'ai pas voulu perturber trop nos discussions. Mais tout le monde connaît Goliath, en tout cas dans ceux qui me suivent. Bon, on va voir s'il veut venir sur mes genoux, ce sera encore... et donc, cette muqueuse est très importante parce que justement, comme elle est... ah ben voilà. On va voir Goliath. Et voilà. Je lui avais dit, il faut te présenter à peu près au milieu du... Voilà. On ne s'invente pas. Alors, il faut absolument qu'il soit sur mes genoux parce que sinon, ça ne va pas. Voilà. Bon, je suis désolé. C'est intestinal d'avoir des animaux de compagnie. Oui, oui, c'est très simple. Et donc, et ça donne moins, ça procure une plus grande diversité microbienne et donc pour notre système immunitaire, il est moins disposé à tomber dans l'allergie. Hein, les enfants qui vivent à la campagne avec des animaux ont beaucoup moins d'allergies que les enfants qui vivent en appartement dans les villes. Une anecdote qui m'avait beaucoup touché, évidemment, c'est ces propos-là hein, qui sont au début de votre livre, il me semble. Et dans l'introduction, justement, vous parlez de l'arrivée de l'hygiène et comment on est passé d'un mode vraiment de vie où on avait des animaux de compagnie avec nous, où il n'y avait pas d'eau chaude. Et rien que le fait d'implémenter l'eau chaude a bouleversé en fait notre écosystème, notre vie avec les bactéries, etc. Ça, c'était une anecdote que je trouvais vraiment fascinante aussi. Mais c'est comme tout ce qu'on a dit. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon écran. Oui, il y a un petit voile. Voilà, ça va mieux. C'est bizarre. Ah oui, mais je sais pourquoi. C'est le soleil qui se couche et qui arrive là par la fenêtre. Et il se passe des choses. La terre tourne au soleil et les animaux rentrent de promenade. Enfin, la promenade avait été faite avant, mais il rentre de son périple dans le jardin. Et donc, cette muqueuse... Ah oui, non, mais c'est important ce qu'on dit là sur l'hygiène et l'eau chaude, mais bon, ni vous ni moi n'avons inventé l'eau chaude, hein, on sait ça, mais disons que l'hygiène a apporté un allongement incroyable de l'espérance de vie humaine, mais quand on a poussé ça de plus en plus loin et de plus en plus loin, on est tombé dans une telle lutte contre tout ce qui est microbien que le système immunitaire est devenu n'était plus entraîné à accepter, il a perdu la tolérance à cette diversité microbienne qui nous entourait, et donc cet excès d'hygiène a posé des problèmes, est à la base d'un déséquilibre, alors on ne va pas entrer dans les choses trop techniques, mais qui favorise plutôt les problèmes allergiques et inflammatoires.
Si vous voulez faire un aparté justement dans cet lien avec l'immunité ou nous dire, par exemple, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans cet écosystème. Je sais qu'il y a les bactéries, les virus et les champignons, hein, les levures, on va dire, 3 grandes catégories. Et comment ils interagissent finalement avec notre immunité? Alors, justement, mais si vous voulez bien, il y a encore une phrase à dire sur l'eau chaude. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas si c'est à ça que vous faisiez allusion, je ne sais plus ce qu'il y a dans ce livre, je ne crois pas que c'est dans le livre, parce que bon, franchement, il y a 20 ans, j'ai un peu du mal à me souvenir de ce qui était dans le livre, de ce que j'ai pu faire par après. Mais les ménages, les familles qui utilisent un lave-vaisselle ont plus de problèmes allergiques et inflammatoires que ceux qui lavent la vaisselle à l'évier avec de l'eau chaude. Donc, l'eau très chaude et la désinfection trop radicale des assiettes et des couverts et de toute la vaisselle bascule un peu dans l'excès. Vous voyez qu'il faut, voilà, c'est toujours on revient toujours à ça et c'est très bien. C'est sûr, hein, c'est la dose qui fait le poison et encore une fois, c'est notre hormèse. Je pense que Mais ouais. Bon, alors, pour recentrer l'affaire sur l'écosystème intestinal, vous faites très bien de parler de l'immunité parce que, en réalité, donc, il y a le microbiote et vous avez cité, il ne faut pas du tout le limiter aux bactéries. Il y a des levures, c'est une présence normale dans l'intestin d'avoir un peu de levure, pas beaucoup, mais un peu de levure. Il y a des protozoaires, amibes et compagnie. Il y a des choses comme le Blastocystis hominis qui est un protozoaire qui est pas vraiment pathogène, mais quand il est présent, surtout quand il commence à être présent en plus grand nombre, qui marque un problème, un déséquilibre du microbiote et à un certain moment, ça peut devenir source de symptômes et de pathologie, ça peut devenir pathologique. Et puis alors, ne pas oublier évidemment les vers, tout ce qu'on appelle helminthes, hein, pour utiliser le terme médical, qui sont alors les animaux, hein, et l'éradication des helminthes chez les humains pose problème parce que favorise la dominance de certains types d'immunité et donc un petit peu de verre de temps en temps dans l'environnement fait pas tout à fait du tort et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que quand on vit avec des animaux à la campagne, on a moins de problèmes auto-immuns, par exemple. Il y a moins de pathologies auto-immunes dans les populations rurales que dans les populations citadines. Ça me fait penser, mais oui, à une anecdote, à une analogie ou une métaphore. Je ne sais pas quel terme on va employer. Par rapport métaphore. Allez, aux fourmis. Vous savez, dans les colonies de fourmis, on a l'habitude de voir les colonies de fourmis marcher au cordeau et vraiment être des petits soldats qui fonctionnent parfaitement les unes par rapport aux autres. Et en fait, il y a une catégorie dans la population qui est là pour aller à l'encontre des autres, dans le sens inverse, et mettre la pagaille, en fait. Et elles servent justement à ce que les fourmis se tiennent justement au garde à vous. Elles perturbent un peu la chose, ce sont des perturbatrices. Et là, j'ai l'impression qu'on parle toujours de la même chose quand on parle d'un écosystème, c'est-à-dire que si on n'a pas un petit peu, de temps en temps, un gravillon dans le rouage ne fonctionnera pas tout le temps parfaitement. Il faut qu'on ait des perturbations, des fluctuations dans ce système. Ça rejoint un peu la théorie du chaos, mais sans ces perturbations-là, on n'aurait pas un écosystème viable, finalement, c'est ça. Hein. Oui, mais c'est assez fascinant hein, quand on réfléchit à tout ça c'est presque un point de vue philosophique qu'on aborde là. Hein. Donc, il y a ce microbiote. Ah oui, les virus. Alors là, il y a de quoi faire. Et puis alors, il y a les phages. Hein, quand on aura fini des virus, il faudra parler des phages. Bon, bref. Ne nous aventurons pas dans tout ça. Ça reste très expérimental, mais ça commence à être exploré, hein, y compris les phages. Et alors, par ailleurs, donc cette muqueuse, hein, donc on revient à mon thème de tout à l'heure, unicellulaire. Ça commence à la séparation de la partie cutanée des lèvres à la partie muqueuse. Ça se termine à l'anus, pour appeler ça par son nom.
Et évidemment, ce qui nous fascine, c'est, on a commencé par ça en parlant des tripes, c'est l'intestin grêle et le côlon, hein, qui sont les choses qui nous intéressent le plus. Pourquoi? Parce que dans l'intestin grêle, ben c'est là que vous avez l'absorption de tout ce qu'on peut absorber par enfin tout ce qu'on peut extraire, disons, de notre alimentation, ben, ça passe par la muqueuse de l'intestin grêle, qui est extraordinairement plissée à plusieurs niveaux. Donc il y a déjà la forme que tout le monde connaît, je pense, avec finalement des mètres et des mètres d'intestin grêle qui sont repliés sur eux-mêmes, bon, et de un. Et puis alors, il y a ce qu'on appelle les villosités, hein, qui sont des structures, non, les plicas. Les plicas, c'est déjà anatomiquement un stade intermédiaire. Puis alors les villosités. Et puis alors, ce qui est évidemment extraordinaire, ce sont les micro-villosités. Les villosités, c'est des doigts de gant, mais évidemment très. Puis alors les micro-villosités, là, on est dans l'ordre du microscope électronique. Parce que c'est vraiment infime, c'est un peu comme une gigantesque brosse à dents qui constitue la surface de notre intestin grêle et qui donc démultiplie d'une manière démentielle la capacité d'absorption en agrandissant la surface. Okay? Et donc, quand on intègre tous ces niveaux de plissement, eh bien, on atteint une surface, voilà, quelqu'un comme de votre gabarit, c'est probablement 500 mètres carrés, 500 mètres carrés de surface. Donc, c'est le plus grand organe du corps humain. Il n'y a pas plus grand. Et alors, si vous en voulez une preuve, parce que vous allez me dire, ouais, bon, peut-être qu'il y a plus grand, mon cerveau est peut-être plus grand, bon, ok, je vous arrête tout de suite. Non, mais je vais vous donner un argument massu, puis on va basculer sur l'immunité tout de suite. Mais l'argument massu, c'est que cette muqueuse intestinale de l'intestin grêle est parsemée, mais il y en a très peu de cellules endocrines qui font différents types d'hormones. Alors ça, c'est encore tout un sujet. Mais quand on regarde des coupes histologiques au microscope électronique, on voit de temps, ah, voilà, oh, une cellule endocrine. Il y en a très peu. Eh bien, malgré cela, bon, et ça voilà mon chat, ma chatte Rosette, ceux qui connaissent. Heureusement que j'ai des trappes, hein, parce que sinon, ces cellules endocrines, tout en étant vraiment 1% des cellules présentes à la surface de l'intestin grêle, eh bien, ensemble, aboutissent à former le premier organe endocrinien du corps humain. Oubliez la thyroïde, les surrénales, les testicules, les ovaires, toutes ces conneries. Le premier organe endocrinien du corps humain, c'est l'intestin grêle. Quand vous dites premier, c'est dans l'ordre de... C'est le gigantisme. Ah oui, en quantité d'hormones produites, c'est ça? En nombre de cellules, oui. En taille, d'accord. Pouvoir hormonal, oui, en capacité de sécrétion hormonale. Ah, c'est intéressant. Mais alors... C'est recruté sur 500 mètres carrés, oui, vous comprenez? Alors voilà, la thyroïde, c'est deux noix de Grenoble. Les testicules, bon, selon l'avantardise des gens, ce sera, je ne sais pas moi, des pamplemousses ou des pastèques si vous voulez, mais bon, il n'y a pas 500 mètres carrés, même si ce n'est qu'1%. Donc, alors, évidemment, on y vient. Sous-jacent à cet organe exceptionnel, il y a un roulement de cellules immunitaires. L'immunité, elle est juste en dessous. J'ai quand même une question avant qu'on passe à la suite pour les hormones qui sont créées par intestin grêle. À part la cholécystokinine, qu'est-ce qu'on a Voilà, j'ai une conférence. Alors, si vous voulez aller sur mon site internet, j'ai une conférence. Je crois que pour la donner, j'aurais besoin de m'y remettre un peu. Il y a une centaine d'hormones différentes produites, pas seulement par l'intestin, mais il y en a aussi au niveau de l'estomac, il y en a au niveau du côlon. Il y a évidemment toute une batterie d'hormones pancréatiques. Il y en a partout. Il y en a partout. C'est une complexité absolument monstrueuse. Et il y a une batterie d'hormones. Il y en a
une collection. Vous avez cité une qui est évidemment importante pour la satiété, mais il y a d'autres hormones produites par le tube digestif qui ont également pour rôle de donner un signal de satiété. Puis alors, il y a les hormones inverses qui donnent envie de manger, comme la gréline. Enfin, écoutez, c'est un bazar, c'est monstrueux. Alors, ce qui est tout à fait fascinant, et c'est le moment de le dire, parce que très peu de gens connaissent ça. Et moi, j'ai un peu assisté à ça en partie live au fil de mon intérêt pour le thème et des découvertes, etc. Et puis des recherches que j'ai faites pour justement mettre sur pied ces conférences, ces diaporamas qui sont accessibles gratuitement sur mon site internet pour ceux que ça intéresse. Il y a petit à petit, on a commencé, je ne sais plus trop quand on a trouvé ça pour la première fois, c'était au XXe siècle évidemment, mais il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être dans les années 80 ou 70. On identifiait dans l'intestin un neurotransmetteur qu'on connaissait au niveau du cerveau. Bon, ben écoutez, je vais vous la faire courte. Tous les neurotransmetteurs identifiés au niveau cérébral sont tous produits aussi au niveau intestinal. C'est pour ça que moi je dis clairement que non pas que l'intestin est le deuxième cerveau, mais que le cerveau est le deuxième intestin. J'ose. Pourquoi est-ce que j'ose? Parce que quand vous regardez, c'est un Français, malheureusement j'ai oublié son nom, mais je pourrais retrouver. C'est dans mes blogs, j'ai un blog là-dessus, j'ai oublié le nom du chercheur qui est remarquable, et je souligne le fait qu'il est français. C'est suffisamment rare pour le souligner. Oh non, ça c'est vraiment rare. Ça, c'était pas gentil. Alors, écoutez, ça c'est les blagues belges remises une peluche envoyée, retour à l'envoyeur. Non, allez. Non, mais c'est fascinant parce que le gars a vraiment examiné l'évolution des espèces, la sophistication progressive des animaux, d'abord unicellulaires et puis pluricellulaires, etc. Et ce qui est apparu lors de cette évolution, c'est une capacité de digestion. C'est un estomac. La nature, quand elle s'est développée, quand elle a voulu progresser, enfin, qu'est-ce qu'elle a voulu, je ne sais pas qui a voulu ou pas voulu, mais le fait est qu'il y a eu une évolution vers une capacité de digestion. Il y a eu un estomac. Et alors, ce n'est que des dizaines, centaines de millions d'années après que la poursuite de cette évolution a copié le même modèle de sophistication qui a été utilisé pour créer la digestion. Elle est venue greffer là-dessus un système nerveux qui, petit à petit, a évolué jusqu'à l'être humain qui, effectivement, a le système nerveux quand même le plus complexe. Le cerveau humain est quand même extraordinairement complexe, mais c'est venu après. Et donc, le nerf vague, hein, attention, moi j'ai fait mes études de médecine à l'université de Liège. On m'a appris que le nerf vague, enfin, il y en a deux, il y en a un de chaque côté, c'est les paires des nerfs crâniens. Et le nerf vague était la 10e, si je me trompe. Hein, je n'utilise pas tellement ces données anatomiques de base, mais je crois bien. C'est la 10e. La 10e paire de nerfs crâniens. Et alors voilà, les nerfs crâniens, il y a tous ces nerfs oculaires et tout ça, toujours par deux. Eh bien, c'était clair et net. C'est le cerveau qui orchestrait la digestion. Manque de bol. 90% du nerf vague, effectivement, a trait à la digestion. Je crois qu'il y a 10% pour le cœur. Donc, on met 10% de côté. Mais des 90% qui sont en relation avec la digestion, il y a 80% qui sont afférents. Il n'y a que 10% qui est efférent. Ça vient du ventre, les informations transitent depuis les intestins vers le cerveau et non pas l'inverse, et ça remet en branle toute cette croyance que les informations sont… Quand vous découvrez ça, c'est de l'anatomie, c'est de l'anatomophysiologie, c'est au microscope qu'on a
hein, qu'on a appris ça. Et c'est relativement récent, puisque moi j'ai appris l'inverse. Vous imaginez la tête de... Et tu sais ce que je vois là dans le microscope, il y a quelque chose qui... Mais seulement, ce n'est jamais que la même notion que celle que je vous évoquais au sujet de l'évolution, puisque ça s'est développé comme ça. Et alors, moi, je m'étonnais de trouver au niveau digestif tous les neurotransmetteurs qu'on connaissait déjà très bien et beaucoup mieux au niveau du cerveau, ou des hormones. La mélatonine, c'est quelque chose, c'est l'épiphyse au niveau du cerveau. Bon, mélatonine, on en produit aussi au niveau intestinal. Alors, le pire du pire, c'est la sérotonine. Tout le monde est obsédé avec la sérotonine, la dépression, la sérotonine, les antidépresseurs, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Mais manque de bol, l'intestin produit beaucoup plus de sérotonine que le cerveau. Donc, s'il ne fallait pas s'étonner de trouver ces hormones dans l'intestin, il fallait plutôt s'étonner de les trouver dans le cerveau. C'est sûr. J'aurais une question par rapport à ce que vous avez dit au niveau du nerf vague, des pourcentages d'utilisation, et 10% étaient dédiés au cœur. On sait que c'est justement le nerf vague qui va freiner le nœud sinusal pour pas que le cœur batte trop vite. Justement, il va réfréner. Si il n'y avait pas cette inhibition du nerf vague, le cœur battrait à 120 pulsations minute tout le temps, il me semble. Est-ce que cette information d'inhibition vient justement, pas du cerveau, mais des intestins, ou un peu des deux, vers le cœur? Je ne suis pas persuadé qu'on ait une réponse claire à ça, mais par contre, ce que je suis plutôt à l'aise de suggérer, c'est que les connexions entre le fonctionnement du cœur et la digestion et le fonctionnement du système nerveux. Bon, et il y a plein de, ne serait-ce que dans le vocabulaire courant, il y a plein d'expressions qui connectent tout ça. Tout est interconnecté, ça c'est un fait. Hein. Mais c'est vrai que cette histoire du nerf vague, c'est quand même quelque chose d'énorme. Ouais. Et donc, il y a un système nerveux propre au système digestif, donc qui est le système nerveux entérique, hein, ENS, Enteric Nervous System, ENS, qui contient beaucoup moins de neurones que le cerveau, évidemment, mais qui en contient quand même des quantités énormes. Et c'est ce modèle-là qui a été utilisé, mais dans une échelle beaucoup plus spectaculaire, au niveau supérieur. Donc, voilà, il faut bien se rendre compte que le thème, et là j'aime bien la terminologie anglaise, c'est le gut-brain axis, parce que on y arrive avec 12 lettres, donc c'est pas mal. En français, il nous faut une phrase. Gut-brain axis, il faut absolument s'obséder avec ça. C'est pour ça que ces patients côlon irritable, IBS, hein, Irritable Bowel Syndrome, ou côlon spastique, je crois qu'on utilise aussi beaucoup en France le terme de côlon spastique. Il y a des aspects psychologiques, mais à la limite, ces aspects psychologiques, dans pas mal de cas, sont induits par le dysfonctionnement intestinal. C'est plutôt la conséquence que la cause. Ouais. Voilà. Et puis bon, toute personne qui souffre et à qui on n'apporte pas de réponse et qui souffre sur des longues durées, bon, il y a toujours une composante psychologique. Alors, on peut le voir comme étant une cause ou une conséquence. Il y a probablement un peu des deux. Mais moi, je ne veux pas me bloquer là-dessus. J'essaye de trouver des dysfonctionnements biologiques et je suis plutôt quelqu'un de positif, d'optimiste, et j'essaie de persuader mes patients que si on met leur biologie en ordre, leurs molécules en meilleur ordre de marche, eh bien que il y aura une amélioration psychologique, ce qui est souvent le cas. Pas toujours, parce que parfois, effectivement, il y a des blocages tels que ça doit être pris en charge. Mais moi, j'ai toujours envie de
donner la chance, y compris dans les dépressions, hein, Mais de donner la chance à mettre les intestins en ordre. Mais alors, comment mettons les intestins en état de marche? Et surtout, on a bien vu, on a bien compris que cet organe, finalement, c'est pas seulement un tube digestif inerte, il y a une vie, un écosystème à l'intérieur. En plus de ça, c'est le plus gros organe endocrinien, donc le plus gros organe du corps qui fait des hormones, comme vous l'avez très bien expliqué. Et en plus de ça, il a un impact énorme sur notre immunité. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette vie... L'immunité, ça se joue surtout à l'étage en dessous parce qu'il y a un grouillement de cellules immunitaires juste en dessous de cette muqueuse, donc dans la sous-muqueuse, c'est bourré de lymphocytes. Donc les 2/3 des cellules immunitaires du corps humain sont dans l'intestin, mais pas dans la muqueuse, mais juste en dessous. Ceci dit, la muqueuse a quand même des rôles dans l'immunité, dans la protection du système digestif, en sécrétant des immunoglobulines, les fameuses immunoglobulines A, l'IgA, qui sont protectrices. Et il y a des gens qui manquent d'immunoglobulines A, qui ont donc déjà un désavantage qui est largement congénital, qui est aggravé par le stress, qui est très difficile à améliorer, un peu par les probiotiques, mais rien d'extraordinaire. C'est aussi dans la muqueuse qu'on a un certain nombre de cellules qui produisent des peptides antimicrobiens. La vitamine D a un rôle très important pour stimuler ces opérations-là. Donc, il y a de quoi faire, mais pour parler réellement des cellules immunitaires qui ont une fonction purement immunitaire, et donc les lymphocytes que tout le monde certainement a déjà entendu citer, puisqu'il y en a dans le sang, eh bien, voilà, les 2/3, peut-être même un peu plus, se situent en sous-muqueuse le long de l'intestin, du grêle, et il y en a également dans le côlon. Donc, voilà, le premier organe immunitaire du corps humain, c'est l'intestin. Et donc, ça veut dire qu'une toute perturbation de cet écosystème, que ce soit au niveau cellulaire, une inflammation, ou bien dans justement cette vie bactérienne, virale, etc., qui est à l'intérieur de l'intestin, peut perturber indéniablement, avoir des répercussions sur notre immunité quasi directe. Alors, tout à fait. Et alors, j'attire l'attention sur une espèce de cercle vicieux, parce que quand l'immunité n'est pas bonne, on a du mal à contrôler les proliférations microbiennes. Donc, c'est clair que quand on manque de certains facteurs qui jouent un rôle clé dans l'immunité, notre capacité de contrôler les pullulations microbiennes, parce que bon, ça peut être levure, ça peut être bactéries, ça peut être tout, sont diminuées. Alors là, j'introduis tout de suite un thème important, très important, un peu plus spécifique, c'est que pour obtenir une immunité intestinale satisfaisante, on ne peut pas se permettre une faiblesse thyroïdienne ou une faiblesse surrénalienne. Ça, c'est une grande constante avec laquelle je reviens constamment. Pourquoi? Parce que vous vous doutez bien qu'avec ce livre qui est là et qui continue à très bien se vendre 20 ans après, ce qui me sidère quand même un peu, ça attire vers moi des cas très, très compliqués qui n'ont pas pu être soignés autrement. Enfin, autrement, qui n'ont pas trouvé je m'exprime mal, qui n'ont pas trouvé de solution, quelles que soient les démarches qui ont été entreprises, et parfois des démarches très, très sophistiquées, très longues, et donc c'est très décevant, et donc j'hérite de ce genre de patients. Et ce sont des cas difficiles. Moi, je suis tout de suite en alerte parce qu'on a déjà fait pas mal de bonnes choses avec ces patients-là qui ne vont toujours pas mieux. Eh bien, une des premières choses que je vais regarder, c'est de m'assurer qu'il y a une fonction thyroïdienne et une fonction surrénalienne suffisante. Pas de place
pour des faiblesses à ce niveau-là, parce que sinon, votre immunité intestinale est telle que vous n'allez jamais reprendre le contrôle de votre microbiote. Donc concrètement, ça voudrait dire que quelqu'un qui a une faiblesse au niveau endocrinien, donc au niveau hormonal, au niveau de ces deux glandes, donc les glandes surrénales et au niveau de la glande thyroïde, peu importe ses résultats, mais bon, elle est diagnostiquée comme ça et elle éprouve sans doute des symptômes de burn-out ou de métabolisme très lent, peu importe. Il faudrait d'abord régler ces problèmes-là avant de vouloir s'attaquer au problème de la flore intestinale, c'est ça? Oui, mais oui, et là, vous mettez le doigt, c'est bien ce que vous venez de dire, parce que vous mettez le doigt, ça c'est quelque chose que je m'étais promis d'essayer de faire passer dans notre rencontre, dans notre première rencontre en tout cas, s'il y en aura d'autres, c'est que il est un fait que je soupçonne, quand je vois que le patient a fait beaucoup d'efforts alimentaires, a fait tout un tas de démarches, a pris tout un tas d'antimicrobiens, des antifongiques de toutes sortes, et des prises en charge assez sophistiquées et assez pointues, et que ça échoue ou qui rechute systématiquement, eh bien là, je dis stop. Parce que moi, je veux bien cette démarche-là qui est un peu, d'ailleurs, ce qu'on critiquait tout à l'heure comme étant le traitement de la conséquence, parce que on en arrive à un moment donné à devoir accepter que la conséquence, c'est la dysbiose, c'est le microbiote hors de contrôle, mais la cause, c'est le patient. Le problème, c'est le patient. Et ça, les gens ont du mal à l'admettre, parce que les gens vont dire, oui, non, c'est un peu caricatural, mais je pense que c'est parce que je me suis assis sur les toilettes d'une autoroute qui était sale, et depuis, j'ai une candidose. Bon. C'est pas du tout parce que vous avez fait 5 nuits blanches et que vous êtes comme ça, c'est sûr. Mais voilà, on accuse toujours évidemment l'extérieur, on ne se remet pas en question soi-même. Et encore, ça, ce sont des circonstances, ponctuelles, mais évidemment, ce qui compte surtout, c'est les problèmes chroniques, c'est ce qui se passe dans la durée. Et donc, une fonction thyroïdienne faible, une fonction surrénalienne faible, je sais que je vais trouver un des deux ou les deux chez des patients qui ont été bien soignés, pour qui on a tout fait sur le plan, on va dire, de l'appareil digestif. Parce que c'est pour ça qu'ils rechutent. D'accord. Alors, de manière corollaire… Le système n'est pas assez robuste finalement pour répondre au traitement. Il n'est pas assez robuste pour répondre, ou en tout cas pour maintenir ce qui a été induit par les traitements, et donc ça rechute parce que, la cause, c'est le patient qui est faible, c'est la faiblesse du patient, et à un moment donné, c'est ça qu'il faut aller explorer, confirmer, parce qu'évidemment, il faut confirmer. Ce ne sont pas des procès d'intention. Je dois évidemment faire des tests et les tests doivent me prouver ce que je raconte. Mais je soupçonne, et effectivement, c'est ça. Alors, vous avez fait allusion à l'un ou l'autre symptôme flagrant, le burn-out qui est déjà la traduction d'une faiblesse surrénalienne profonde. Enfin, je dis faiblesse, je sais pas, vous savez, le vocabulaire sur un peu délicat, insuffisance, si vous voulez, mais insuffisance, parfois, il y a un caractère de sévérité. Pour la thyroïde, vous avez mentionné, qu'est-ce que vous avez mentionné pour la thyroïde? Un métabolisme un peu bas. Oui, voilà, c'est ça, un ralentissement du métabolisme avec éventuellement une prise de poids, etc. Bon, mais les symptômes peuvent être frustres, vous voyez, ça peut être léger, c'est peut-être des gens qui ont vraiment un gros coup de pompe à 4-5 heures de l'après-midi, ça peut trahir des surrénales qui ont du mal à tenir le coup. La thyroïde, ça peut être de la constipation que beaucoup trop de gens acceptent. Il faut une selle quotidienne. Oh non, mon médecin m'a dit que je n'étais pas constipé parce que je vais 3 fois à la selle par semaine. Ne me dites pas que les naturopathes acceptent le 3 selles par semaine, parce qu'alors là… Non, il faut que ce soit régulier et quotidien. Bien sûr. Donc, ça peut être des indices d'une faiblesse thyroïdienne, d'une faiblesse surrénalienne. Hein, et donc, il y en a plus qu'on ne pense. Les symptômes n'ont pas besoin d'être flagrants et sévères.
Et bon, ça c'est déjà quelque chose de très important et je mets l'accent là-dessus parce que, vous voyez, malheureusement, en médecine, comme on a décidé de saucissonner le corps humain en rondelles et chaque rondelle est traitée par un spécialiste différent et si c'est dans un hôpital, est soigné à un étage différent. Donc, il y a du mal à connecter, si vous voulez, ce qui est endocrinien et ce qui est digestif. Hein. Les gastro-entérologues ne sont pas intéressés par la fonction thyroïdienne, la fonction surrénalienne. Ils n'en ont rien à faire, pour tout vous dire. Donc ça, c'est très souvent loupé. Ce qui est peut-être plus évident, mais qui fait partie des faiblesses du patient, bon, c'est des déficits en nutriments importants pour l'immunité, mais ça, c'est les mêmes que pour la protection contre la Covid. C'est le zinc, c'est la vitamine A, c'est la vitamine D, c'est la vitamine K, c'est le sélénium. Les oméga 3 ont un rôle très important à tous azimuts. Bon, tout ça, j'en oublie, et des meilleurs. Tout ça joue un rôle évidemment crucial. Donc, à un moment donné, on doit aussi s'assurer qu'il n'y a pas des déficits flagrants dans toutes ces molécules. Et donc, il faut faire des tests pour l'identifier. Mais je dois aussi absolument attirer l'attention sur une chose que j'ai déjà mentionnée, qui sont les immunoglobulines A. Chez les gens qui ne sécrètent pas suffisamment d'immunoglobulines A, eh bien, on a beaucoup plus de mal à résoudre les difficultés au niveau intestinal. Si c'est des côlons irritables, eh bien, ça va être plus laborieux pour apporter des solutions. Donc, toujours aller doser ces immunoglobulines A et voir si on est dans ce cas de figure. Alors, il y a deux cas de figure. Il y a l'absence totale d'immunoglobulines A, qui est relativement rare, mais beaucoup plus fréquent. Il y a des taux suboptimaux, des taux faibles, qui sont donc désavantageux et qui sont largement congénitaux. Donc, il faudra faire avec, mais au moins on comprend pourquoi un patient est plus difficile à soigner. Et alors, sur du même type, parce que c'est vraiment la protection directe de la muqueuse vis-à-vis des envahisseurs et aussi la création d'une communauté bactérienne favorable, il y a ce fameux fucose. Donc, les êtres humains ont développé une synergie avec le monde bactérien symbiotique intestinal, une collaboration qui remonte à des millions d'années, qui fait que nous avons la capacité de sécréter un enzyme qu'on appelle la fucosyltransférase 2, qu'on acronymise en FUT2, FUT2, fucosyltransférase 2. Donc, il y a un enzyme qui correspond évidemment à un gène. On a un gène qui permet de produire cette protéine. Un enzyme est une protéine. Eh bien, environ 18% de la population n'est pas capable de synthétiser cette FUT2 et donc ne peut pas amener le fucose au niveau de sa muqueuse intestinale. Or, le fucose au niveau de la muqueuse intestinale est très intéressant parce que c'est vraiment une friandise offerte aux bonnes bactéries, aux bactéries amies, et donc on a ainsi un moyen de sélectionner un microbiote plus bénéfique, plus favorable. Et vous voyez, donc vraiment une collaboration assez incroyable. C'est un biotique interne finalement. Ah oui, le fucose est un prébiotique, hein, c'est vraiment un prébiotique. Et d'ailleurs, il vient de l'intérieur. Qui ne sont pas capables de sécréter correctement l'enzyme à cause d'un génotype défavorable où les deux parents ont donné la mauvaise copie du gène. Un des parents, ça va, mais quand c'est les deux, c'est foutu. On ne sait plus amener le fucose sur la muqueuse intestinale. Bien, depuis seulement 2 ans, 2-3 ans, 2 ans en Europe, 3 ans aux États-Unis, on a maintenant la possibilité de donner aux gens de la poudre de fucosyl-lactose, qui est une molécule tout à fait naturelle qu'on trouve dans le lait maternel
et qui est d'ailleurs très favorable pour le développement d'une bonne prolifération, d'un bon développement. Vous savez que le nouveau-né naît sans microbiote intestinal. Le microbiote est acquis une fois le nouveau-né dans le monde extérieur. Quand il crie, ben, avant ça, il a déjà avalé une bonne lampée de bactéries vaginales, etc. Eh bien, le fucosyl lactose contribue à attirer une bonne population bactérienne. Eh bien, ce fucosyl lactose, maintenant, peut être synthétisé de manière totalement bioidentique et donc on peut compenser un peu cette faiblesse génétique. Alors, c'est très fascinant cette histoire de FUT2 parce que ça s'inscrit dans le cours de ma carrière, de mon expérience professionnelle. Ça ne fait que 5 ans, je crois, 5 ans que je teste ce génotype. Et ça fait maintenant donc 2 ans que je peux donner du fucosyl lactose à ceux qui ont un génotype qu'on appelle homozygote variant. Mais j'ai des capsules là-dessus sur ma chaîne YouTube pour ceux qui veulent en apprendre. C'est expliqué en détail. Donc, 2 choses se sont passées. Un, il y a 5 ans, quand j'ai commencé à pouvoir tester ce FUT2, mes patients rebelles, ceux qui avaient donné le plus de difficultés dans le traitement pour les améliorer, eh bien, je me suis rendu compte a posteriori, c'est parfois des gens que je soignais depuis 10-15 ans, hein, ah mince, ils n'ont pas ce fucose. Et alors, j'ai quand même, je ne dis pas que c'est magique et que c'est radical, mais j'ai quelques succès thérapeutiques flagrants, très appréciables, très, très réconfortants pour le médecin, chez des patients, mais vraiment, nous, entre nous, on les appelle des crassos. Bon, on ne dit pas ça aux patients, évidemment, des crassos. Bon, c'est plus péjoratif que le terme fonctionnel qui date d'il y a 35 ans, mais bon, ça, voilà, je vous le révèle quand même. Eh bien, c'était des FUT2 homozygote variants, donc vous n'avez pas le FUT. Donc, tout ça est très intéressant, mais qu'est-ce que tout ça nous dit? Eh bien, ça nous renvoie encore et toujours au patient. Le problème, c'est le patient quand ce sont des cas chroniques, rebelles et impossibles à soigner. Vous comprenez? Il faut arrêter de s'obséder avec les envahisseurs. Hein. Il faut aussi, je dis pas je ne les néglige pas, hein, on doit lutter, mais il faut explorer, comprendre le patient et voir quels sont ses points faibles. Ça rejoint tout à fait la notion de terrain, on dit en naturopathie. Hein, c'est d'abord le terrain qui compte. Et ce qui peut se figer après dessus, ben, ça dépend quand même du terrain, comme quand on fait son potager. Alors, ben, ça dépend de comment est la terre et comment l'écosystème aussi de la terre à l'intérieur. Alors, merci pour cette explication qui était vraiment... je ne connaissais pas du tout, alors je vais aller voir cette vidéo sur votre chaîne, ça va être passionnant. La technologie est là, on doit aussi s'en servir, vous comprenez, que ce soit en naturopathie ou ailleurs, parce que finalement, ce sont des tests qu'à partir du moment où un naturopathe est au courant de ce génotype, eh bien, voilà, on peut adapter les conseils, on peut adapter la stratégie, on peut comprendre. Vous savez, les patients qui enfin sont reconnus comme étant un peu victimes de quelque chose qui n'allait pas, mais docteur, ça fait 20 ans que je consulte. On m'a jamais dit qu'il me manquait un gène. Enfin, le gène est là, mais il n'est pas fonctionnel. Oui, bon, ça les rassure un peu aussi. Puis alors, bon, s'il y en a des solutions pratiques qui les aident en partie, je n'ai pas dit que c'était magique, mais ça fait partie de la prise en charge. Et puis, si vous voulez bien, avant qu'on en termine, je pense que je suppose qu'on a déjà débordé certainement du temps prévu, mais bon, peut-être que la cerise sur le gâteau, hein, pour finir, dans les causes, ben, c'est une diète qui n'est pas adaptée aux patients. Hein. Chaque patient doit avoir une diète qui lui est propre. Il fallait manger tout la semaine.
Donc, s'acharner à combattre ce que moi j'appelle les bébêtes, hein, parce que, bon, comme il y a toute une panoplie de micro-organismes de types différents, j'aime bien appeler ça des bébêtes. Remarquez que j'appelle aussi mes petits quadrupèdes des bébêtes, donc ça fait beaucoup de bébêtes. Enfin, il y a des plus grandes, il y en a des plus petites. Et au lieu de s'obséder avec les bébêtes, si on essayait déjà de donner au patient l'alimentation qui lui convient. Or, à chaque patient correspond une alimentation donnée. Parce que moi, les protocoles, les diètes standardisées, les diètes qui ont un nom, paléo, cétogène, ceci, cela. Bon, il faut personnaliser la diète. Si elle n'est pas correcte, on ne va jamais récupérer l'écosystème intestinal. Enfin, ça, c'est encore Alléluia. Un tout autre sujet. Amen. Non, vraiment, j'adhère totalement à ce discours qui est contre-courant, hein, du marketing actuel, qui est tout le temps à nous vendre un régime uniforme, one size fits all. Ouais. Et c'est aussi même à contre-courant d'une partie de la médecine fonctionnelle qui est trop orientée vers, en suivant l'analogie, je suis un peu avec mes analogies, vous m'avez perturbé, ou avec vos métaphores. En suivant le paradigme conventionnel, les médecins fonctionnels tombent dans le même travers. Et là, c'est vrai que les naturopathes peuvent rectifier le tir, parce que les naturopathes sont plus intéressés par ce que je viens de dire, par le terrain. Le terrain, c'est quoi? C'est le patient, c'est ce qu'il mange, ce sont ses génotypes, ce sont ses forces et ses faiblesses, y compris les faiblesses avec lesquelles il est né. Quand on les identifie, ce qui n'est pas, c'est même pas coûteux, on le fait une fois. Il y a le génotype FUT2, on le fait une fois, on le connaît, c'est définitif. Les immunoglobulines A, ben on les dose une fois, c'est un dosage de médecine conventionnelle qui est remboursé Sécu. Il y a un manque d'immunoglobulines A. Ah bon, voilà, ok. Ça ne nous donne pas la solution, mais ça nous donne de la compréhension. Et vous savez que les solutions viennent quand même aussi de la compréhension. Ah, bien sûr. C'est une belle phrase philosophique pour clôturer cette conversation qui était passionnante. Je peux vous proposer qu'une seule chose, c'est de revenir sur Verisme TV pour qu'on parle d'autres sujets encore. À mon avis, on peut dialoguer pendant longtemps. Oui, ben, il y a des choses que vous pourriez éventuellement apprécier dans mes vidéos et puis alors du coup rebondir sur quelque chose. Bon, bah voilà, moi, ça m'a pas. Je me suis bien amusé. Ça va bien. Tant mieux, en plus on a vu un peu la petite famille, on a vu le chien, j'espère que la prochaine fois on verra la chatte. Oui, ben il y a un chat et deux chattes, alors vous voyez, il y a une des chattes là qui était là à la fenêtre. On essaiera de faire une rotation des quadrupèdes. Mais vous savez, le chien, les chiens, c'est les chiens. Ça, c'est Goliath, il fait partie il est dans toutes les vidéos, vous allez en avoir jusqu'à plus soif. Bon, docteur Bouton, c'était vraiment un plaisir. Alors, toutes les informations, évidemment, sur votre chaîne YouTube, les livres, etc., c'est à retrouver dans la description de la vidéo. Je vous remercie encore énormément. Je vous invite, évidemment, encore une fois, à revenir sur Verisme TV. On reste en contact, en tout cas. C'était un plaisir. Oui, mais j'irai voir je dois apprendre de vous pour améliorer mes exercices respiratoires et je les conseillerai à mes patients, évidemment, parce que je crois que là, je pêche par méconnaissance et je m'en veux un peu maintenant. Bah écoutez, je vous donne une autre invitation. C'est de venir à mes formations à moi en France, dans le sud de la France, dans mon centre. Et on fera de la respiration tous ensemble avec les stagiaires qui viennent aussi pratiquer. Et comme ça, on s'amusera sous le soleil français. Ça manque un peu pour le moment le soleil ici dans le nord. Hein. Je comprends bien. Bon, merci beaucoup. Passez une très bonne soirée. Vous également. Merci, à la prochaine. Au revoir.